Dans tout pays comme la France, respectant les droits de l'homme, tout individu est présumé innocent tant qu'un jugement ne l'a pas reconnu coupable. Est-ce que cela signifie pour autant que nous sommes à l'abri d'une décision arbitraire de la justice? Peut-on être sûr, par exemple, que demain, en France, un magistrat ne nous envoie pas pendant des mois en prison avant que la justice ne finisse par reconnaître notre innocence? Autrement dit, qu'on nous désigne comme un coupable alors que rien ne le prouve. C'est exactement ce qui est arrivé à Jean-Pierre Pinault dans Voici l'histoire. Non loin de l'endroit où l'Adour se jette dans le golfe de Gascogne, se trouve le port du Brise-Lac. C'est un petit port de plaisance qui appartient à un district composé des communes d'Anglet, de Bayonne et de Biarritz. Le lundi 8 décembre 86, Georges d'Amestois, comptable de la capitainerie du port, prend son service comme chaque jour vers 8 heures. Et il s'attend, comme chaque jour, à voir son patron, André Carty. L'absence prolongée de ce dernier l'intrigue. Georges d'Amestois n'a que quelques pas à faire pour prendre des nouvelles d'André Carty. Le responsable du port habite en effet sur son lieu de travail. Et c'est là, dans son appartement de fonction, que d'Amestois tombe sur l'épouse de son patron, Madame Martin. Elle repose sur son lit, son visage est ensanglanté. Le comptable appelle immédiatement à l'aide. Et c'est l'un de ses collègues qui accourt, un surveillant du port, Jean-Pierre Pinault. Je suis monté. Et c'est là, je l'ai vu à son bureau. Il m'a dit, je sais pas ce que je dois faire. Madame Martin, elle est sur son lit, elle bouge pas, elle a du sang sur la figure. Ah, je lui ai dit, du sang? Il m'a dit, oui, venez voir. Et il m'a amené dans l'appartement de monsieur et madame Carty. J'ai vu qu'elle avait des traces sombres sur la figure, ici, là, sur le côté gauche. Et monsieur d'Amestois m'a dit, c'est du sang. Je lui ai dit, on dirait. Il m'a dit, touchez à rien. Et je lui ai dit, mais il faut téléphoner au SAMU, à la police secours, enfin quelque chose comme ça, vite fait. Et il dit, je m'en occupe. Et moi, je suis redescendu. Puis, il s'est occupé de tout. La police municipale constate le décès de madame Carty et découvre, caché au premier regard, le corps de son mari, le directeur du port. Monsieur d'Amestois est redescendu, il nous dit, il n'y en a pas un, il y en a deux. Alors, je dis, de quoi? Monsieur Carty, il est là aussi. Pour les premiers témoins, André Carty aurait tué sa femme avant de se donner la mort. L'arme qu'il tient encore dans sa main est la sienne. Il suffit de faire entériner cette thèse par le médecin légiste pour la rendre officielle. Alors l'examen a été assez sommaire. C'est-à-dire que j'ai juste regardé les orifices d'entrée qu'avait madame Martin, qui avait un orifice d'entrée derrière l'oreille gauche. C'était un tir qui était à bout touchant. Et pour M. Carty, là, j'ai pas pu faire l'examen, dans la mesure où il y avait encore l'arme dans la main qu'il tenait. Donc il y avait certainement quelques prélèvements à faire, ou empreintes, ou saisir l'arme, d'autant qu'il y avait pas mal de monde dans cette pièce et j'ai pas pu mobiliser le corps. Il avait un orifice très visible au niveau de la tempe droite et l'arme un peu dirigée dans ce coin. Bon, ce qui laissait penser à un suicide. Selon les premières constatations, André Carty a abattu son épouse à l'aide d'un pistolet de calibre 38 sur son lit avant de retourner l'arme contre lui. Ce serait là l'aboutissement d'une querelle qui serait intervenue dans la soirée du samedi alors que le couple s'apprêtait à se coucher. L'annonce de la découverte des corps consterne les notables de la ville. Lui était un monsieur concitoyen de Biarritz, quinquagénaire, qui a été spécialiste des ports, puisqu'il avait déjà été directeur d'un port. Il venait depuis quelques années d'être nommé à ce port de plaisance d'Anglet. Mais elle, surtout, était la personnalité la plus connue du couple, puisqu'elle est occupée les fonctions de secrétaire générale de la mairie de Bayonne. Toutes les personnalités de la ville accourent sur les lieux du crime. Le maire, le procureur, un cortège d'au moins 30 à 40 personnes. Et au milieu de cette foule, le médecin légiste procède aux premières constatations alors qu'il devrait accomplir son travail seul, sans gêneur. J'ai demandé à ce moment-là à ce que le corps soit transporté au funérarium pour faire le soir la radiographie, comme on fait habituellement ici. Bon, pour Mme Martin, pas de problème, il y avait un projectile, un orifice. Par contre, pour M. Carty, on découvre 3 balles et un corps métallique
dans la boîte crânienne. La balle qui était mortelle, au niveau du corps de M. Carty, était celle qui avait perforé le poignet de part en part et qui était venue ensuite perforer le thorax et qui était ressortie au niveau de l'abdomen. La balle dont avait fracturé le poignet droit, donc il est manifestement certain qu'il ne pouvait plus tenir la balle, l'arme, dans cette main. Autre élément aussi troublant dans l'examen externe de M. Carty, c'est qu'entre le pouce et l'index, juste en regard du chien, on trouve deux petites traces parallèles provoquées par le recul du chien, donc comme s'il avait tiré, et une petite ecchymose ici au niveau du majeur. C'est ce que j'avais écrit à l'époque dans mon rapport, savoir qu'il avait certainement tiré, ou qu'on l'avait fait tirer. Mystère, hein? Lundi soir, coup de théâtre. L'autopsie des victimes révélait que M. Carty avait été atteint par 5 projectiles. 3 dans la tête, 1 dans le ventre, le seul mortel, et 1, bizarrement, dans le poignet droit, alors que M. Carty était droitier. Ces constatations ébranlaient l'hypothèse du meurtre de Mme Carty suivi du suicide de son mari et ont pensé à un double assassinat. Les découvertes du médecin légiste créent une telle surprise qu'une nouvelle autopsie est ordonnée. Elle est confiée à un laboratoire de Bordeaux. Alors cette contre-autopsie qui a été confiée à des professeurs de Bordeaux, là est claire, la conclusion est claire. Il ne peut en aucune façon s'agir d'un suicide. Ce ne peut être qu'un tiers qui est tiré sur à la fois Mme Carty et son mari. La thèse du suicide est ébranlée et l'on parle d'assassinat. Le couple aurait-il été victime d'un double meurtre? Rien à l'intérieur de l'appartement ne corroborait lundi cette hypothèse. Il n'y apparaissait pas la moindre trace de lutte et il n'a été relevé aucune trace d'effraction. Une enquête criminelle a été confiée hier en fin d'après-midi à l'antenne bayonnaise du service régional de police judiciaire de Bordeaux. 48 heures après la découverte du drame, au moment où la police judiciaire commence ses investigations, on se rend compte que de nombreuses erreurs ont été commises au cours de l'enquête initiale. Oui, j'étais personnellement très choqué par la manière dont l'enquête a été engagée et a été menée durant les 48 premières heures de la découverte de ce crime. Choqué, pourquoi? Parce que cette affaire a été bâclée. Oui, dans cette affaire, il y a surtout un problème de sinistre, c'est-à-dire d'erreur dans le début de l'affaire. Toutes les erreurs judiciaires ou tous les sinistres judiciaires sont en grande partie, presque tous causés par le fait que les premières constatations n'ont pas été faites correctement. Si vous prenez l'affaire Dominici, les éléments de preuve sur la scène criminelle ont été complètement, je dirais, détruits par des troupeaux de bisons, de touristes et de journalistes. On n'a plus rien trouvé. L'affaire Lucet, c'est pareil. Les constatations de base au départ n'ont pas été faites et les précautions n'ont pas été prises sur le plan technique. On peut aussi dire la même chose de l'affaire Boulin. Dans l'affaire Pinault, finalement, tout a disparu sur la scène criminelle, alors que les spécialistes ont parfois l'habitude de dire que le criminel se trouve sur la scène criminelle. On peut le retrouver par les indices. Tout ça a été fichu en l'air et effectivement après, les choses deviennent impossibles. C'est pour ça que j'ai organisé pendant 10 ans des stages de formation à destination des enquêteurs, policiers, gendarmes et des magistrats. C'est pour les former, qu'ils aient des notions au moins de police technique, de façon à ce que les enquêteurs ou les magistrats ne soient pas les premiers à faire des bêtises qui vont ensuite empêcher le travail des experts dans de bonnes conditions. Les policiers de l'antenne du SRPJ de Bordeaux poursuivent activement leurs investigations. Seules des vérifications, perquisitions et auditions permettront d'aboutir à des certitudes. D'après l'enquête de voisinage, le portrait d'André Carty fait apparaître son caractère. Difficile, emporté. Au premier rang de ses employés ayant eu des accrochages répétés, Pinault. Son nom revient souvent. Alors évidemment, le 11 décembre 86, les policiers le convoquent. Je suis allé à la convocation des policiers. Il devait être 4 heures de l'après-midi. Et là, ils ont commencé à m'interroger et me dire qu'est-ce que j'avais fait, qu'est-ce que j'avais fait le samedi, qu'est-ce que j'avais fait le dimanche, comment ça s'était passé, comment M. Damestois m'avait appelé, etc., etc. Le soir, ils sont venus ici dans la maison.
Ils sont venus dans la maison et ils ont fait une perquisition. Ils ont perquisitionné. D'ailleurs, ils ont regardé dans le placard, il y avait une boîte de Calmagna pour l'estomac. Il a commencé à goûter. Il y avait une grosse boîte en bas avec de la poudre blanche. Il a commencé, il voulait goûter. Je lui ai dit, attention, ça c'est du désherbant. Et ils m'ont pris le jean qui était sur la chaise. Et c'est là où l'enquête démarre véritablement sérieusement. Est saisi un pantalon sur lequel les policiers décèlent des traces brunâtres pouvant être des taches de sang. Après 5h30 d'interrogatoire, Pinault est placé en garde à vue. La pression, selon la technique habituelle, commence à s'organiser autour de lui. Et en plus, ils m'ont amené après au commissariat de Bayonne, où ils m'ont laissé dans une cellule, depuis peut-être, je sais pas moi, minuit, jusqu'au lendemain matin. Vers 1h du matin, coup de fil anonyme à la police judiciaire. L'informateur affirme qu'il connaît l'auteur du double meurtre. Il n'a aucun doute. C'est Pinault, celui qui habite 19 allée du Mourat, à Anglette. Et au lendemain matin, ils sont revenus me chercher, ils m'ont ramené dans leur villa là-bas, le villa machin truc, je sais pas comment ça s'appelle. Hein? Moi je l'appelle la villa que voulez-vous. Ça, c'est à peu près pareil. Et ils m'ont encore interrogé. L'auteur du coup de fil anonyme, dénonçant Jean-Pierre Pinault, se dévoile. Il vient spontanément, paraît-il, déposer. Et son témoignage ne ménage guère Pinault. Monsieur le précise en effet que quelque temps auparavant, Monsieur Pinault était venu le voir dans un état de détresse certain, pleurant, et présentant Monsieur Carty comme étant un garde-chourme, comme étant un patron très dur. Et dans le cadre d'ailleurs de cette soirée, il devait indiquer aux époux à Monsieur le et à Madame le plus tard, eh bien que s'il pouvait, il le tuerait. Ce sont des mensonges. Sur des dépositions, il n'y a eu aucune confrontation. J'aurais voulu les avoir confrontés en face avec moi devant un juge d'instruction. On aurait vu. Sur des dépositions erronées, mensongères, influencées, etc., etc., comme je vous ai dit. Hein? Et je donne les noms. Monsieur le qui me dit froidement, enfin qui me l'a dit, comme ça, on a déformé mes propos, j'ai été manipulé comme un bleu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pinault a raison. Le témoignage de Monsieur Le ne prouve pas grand-chose. Seulement, il intervient à un moment de l'enquête où les soupçons se concentrent sur Pinault. Celui-ci est interrogé sur son alibi à l'heure du crime vers minuit, le samedi 6 décembre. Et ce qui intéressait les policiers, c'était plutôt à l'heure du crime. Mais l'heure du crime, c'était tardif, c'était 1h de la nuit. Dans la nuit, M. Pinault dormait. Le 12 décembre au matin, les enquêteurs perquisitionnent une deuxième fois au domicile de Pinault, dans son garage et sur son bateau. Et alors, ils sont montés sur mon bateau. Ils sont montés tous ensemble sur mon bateau. Je leur ai dit, faut pas monter tous ensemble. Ils m'ont dit, reste tranquille, comme si j'avais pissé dans un violon. Puis, allez, vas-y, sur le bateau. Un petit bateau de 7 mètres sur un berre. Et maintenant, ça y est, les boulons de quilles, ils ont joué. La deuxième perquisition ne donne pas plus de résultats que la première. Alors, les enquêteurs vont multiplier les coups de bluff pour obtenir les aveux de leurs suspects. En me disant qu'on m'avait vu, qu'ils avaient reçu un coup de téléphone, qu'il y avait une personne qui m'avait vu sortir de l'appartement. Ah, moi, je dis, mais moi, cette personne, elle verra bien que c'est pas moi. Et alors, ils ont recontinué. Alors là, j'étais pas rasé, j'étais pas lavé, j'avais pas mangé, j'étais... vous voyez comment c'est qu'on est, toujours. Et vers 2h ou 3h de l'après-midi, il y en a un qui m'a pris dans un bureau et qui m'a dit, de toute façon, on va tout de suite savoir si c'est toi ou si c'est pas toi. On a des méthodes, on le sait tout de suite. Ah, mais moi, j'ai dit, ben, allez-y, il n'y a pas de problème, comme ça. C'est vrai, ça serait... Alors, ils sont venus, ils m'ont pris avec un petit papier, ils m'ont pris sur les mains, sur les bras, ils m'ont pris des machins, je sais pas, des petits espèces de papier collant, tout ça, bon. Et moi, j'attendais toujours. Et alors, ça a recommencé. Dis-nous, qu'est-ce que tu as fait? Alors, tu es sûr d'avoir fait ça ou de ne pas avoir fait ça? Enfin, bon, vous voyez, moi, tout ça se mélange dans ma tête. Et il y en a un, après, qui arrive. Ah, ils étaient plusieurs. Il y en avait 2 ou 3 avec moi, là. Et il y en a un autre qui arrive en blouse blanche et qui dit, c'est positif, chef.
Et alors là, ils se sont mis tous les 4 autour de moi, ils m'ont dit « Ah ben maintenant, on est sûr que c'est toi, dis-nous pourquoi et comment. » À un moment, j'ai dit « Ben, ça va pas, non? C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, moi j'ai rien fait de mal. » Au bout de 36 heures de garde à vue, il n'existe toujours pas de charge suffisante contre Pinault. Les policiers sont donc obligés de le remettre en liberté. Et puis après, ils m'ont lâché. Et je suis rentré chez moi. Mais ils avaient gardé mon pantalon. Pinault reprend son travail au port. L'instruction est confiée à un juge de 25 ans, un débutant qui hérite d'une mission gâchée depuis le début. Les indices, les premiers, les plus précieux, ont disparu. Tous les espoirs se reportent sur le jean de Pinault. Un premier laboratoire est chargé d'analyser les taches brunâtres qui pourraient être du sang. Un second laboratoire, le CARM, reçoit pour mission de déterminer si ce pantalon a pu être porté par une personne présente au moment du double assassinat. Les résidus de tir dans une pièce où de nombreux coups de feu ont été tirés, ce qui était le cas, peuvent être disséminés. Mais disséminés dans un rayon extrêmement restreint par rapport à l'endroit où le coup de feu était tiré. Quand quelqu'un utilise une arme à feu, les résidus de tir, on les trouve bien sûr sur la main du tireur, on les trouve sur ses vêtements, surtout sur les avant-bras, éventuellement au niveau des cuisses. On peut en trouver sur les chaussures, parce que ce sont des particules qui ont une densité importante, et à proximité immédiate de l'endroit où le coup de feu a été tiré. Donc des tamponnements systématiques vont être réalisés à différents endroits du jean, de façon à rechercher la présence éventuelle de résidus de tir. Ça, c'est la mission qui nous a été donnée par le juge d'instruction. Alors, les tamponnements, c'est fait avec ce petit appareil qui s'appelle un tamponnoir, qui est dans une boîte, une petite tige ici. Donc, on enlève la pellicule adhésive et on le promène, alors soit sur les mains, soit sur les vêtements, de façon à collecter les particules qui peuvent se trouver sur les vêtements ou sur les mains. Et ensuite, la forme de cet appareil est prévue pour être passée directement au microscope électronique à balayage. Au bout de 3 mois, le 10 mars 87, les premiers résultats des expertises sont remis au juge d'instruction. Ils accablent Pinault. On a trouvé sur son jean du sang de groupe A Rhésus positif comme celui de la victime, Madame Carty. Plus grave encore, les experts ont décelé sur le pantalon des traces des résidus de tir d'armes à feu. Dans un premier temps, nous allons constater sur ce jean la présence de nombreux résidus de tir. Les résidus de tir sont des particules de plus ou moins grande taille. Beaucoup sont morphologie sphérique. Il y en a également de morphologie anguleuse. Et leur composition chimique est également caractéristique, à savoir du plomb, du barium, de l'antimoine. Pour identifier des résidus de tir, il faut en effet avoir à la fois la morphologie, parce que des particules de ce style peuvent correspondre à d'autres choses, comme des billes de soudure par exemple, et l'analyse chimique. Le juge d'instruction est convaincu de la culpabilité de Jean-Pierre Pinault. Il le fait arrêter le 16 mars 87. Il y a des policiers qui sont arrivés. Ils m'ont passé les menottes, ils m'ont dit tu dois te douter pourquoi on vient te chercher. Moi je les ai regardés, mais alors... non. Jean-Pierre Pinault est alors conduit à la Villa Bellevue, le siège de l'APJ. Et alors là, voilà ce qu'il me disait. Moi, c'est ça qui me turlupinait la tête. Comment t'expliqueras aux jurés qu'il y a de la poudre, ce sont leurs termes, hein, la poudre du pétard à Cartis sur ton pantalon? Moi, j'ai dit, je peux pas expliquer parce que c'est pas vrai. Comment t'expliqueras qu'il y ait du sang de la mère Martin, ce sont leurs termes, sur ton pantalon? J'ai dit, je peux pas expliquer parce que c'est pas vrai. Et c'est pas vrai, et c'est pas vrai, et c'est pas vrai. C'est tout. Alors il me disait le lendemain, oui, on va t'amener au juge. Eh bien, amenez-moi au juge, je dis. Amenez-moi au juge, moi le juge, il va voir que j'y suis pour rien, au moins, c'est vrai. Vous avez 8 personnes autour de vous qui vous traitent de tous les noms, parce qu'attention, les noms d'oiseaux, et on y est à droit, hein. Et des questions, il faut voir comme, hein. Et encore heureusement que je ne suis ni toxicomane, ni homosexuel, et ni alcoolique. Parce que alors là, ça aurait été encore pire. J'étais dans une salle, une espèce de salle d'attente, et il y a les policiers qui m'ont dit, t'as un avocat? Mais j'ai dit non, j'ai pas besoin d'avocat, moi. Et j'ai rien fait, pourquoi j'aurais besoin d'un avocat? Et il m'a dit, si, dans cette affaire, il te faut un avocat. Marie-Thérèse Hougneux, une jeune avocate de permanence à l'instruction, est commise d'office pour assister Pinault. Les premiers mots qu'il a eus lorsque nous nous sommes retrouvés seuls
ont été de me dire « Maître, je suis innocent. Je n'ai qu'une parole. Je vous la donne. Je suis innocent. » Il a éclaté en sanglots. Et visiblement, je me suis rendu compte qu'il était dans un monde qui n'avait rien à voir avec le temps présent et qu'il ne mesurait absolument pas la portée des circonstances pour lesquelles il allait suivre une détention qui, à mon sens, était inévitable. Le 17 mars 87 au soir, Pinault est inculpé et placé en détention. Il y a une manie française qui est de, selon l'expression consacrée, inculper, écrouer. Donc cette manie conduit à des erreurs, parce qu'on ne peut pas préjuger les gens de cette manière. Le fait d'inculper quelqu'un et aussitôt de l'écrouer, c'est un préjugement. Je ne pensais pas y rester, mais j'ai dit, bon, mais ils se sont trompés, ils vont s'en apercevoir tout de suite. Moi, je sais pas, moi, hein. Ils vont s'en apercevoir tout de suite. Alors bon, mais je savais pas ce qui m'arrivait. Pensez donc, j'avais une vieille parka. J'avais mon vieux parka qui est encore dans ma voiture et qui me sert pour bricoler. Hein, ma vieille parka. Un vieux jean de travail avec une ficelle en guise de ceinture. D'ailleurs, je crois que la ficelle, il me l'avait gardée. Non, non, la ficelle pour attacher mon pantalon. Des vieux bottillons. Non, mes bottes, des bottes en caoutchouc. Et je suis débarqué, mais moi, j'étais en tenue de boulot, quoi, c'est tout. Et le lendemain matin, ben, on ouvre le journal, sa photo en première page, le double assassin des époux Cartier. Alors là, liquéfié. Et puis alors tout un article, mais révoltant, vous savez. Je dis, c'est pas vrai, c'est pas possible. Alors là, les horreurs du communiqué, je les ai eues. Hein. La photo en première page du Sud-Ouest, avec le double meurtrier appréhendé et tout ça. Ah, merci, hein. Je le remercie, le journal Sud-Ouest. Hein. 18 mars 87. Le fait qu'une solution ait été ainsi apportée à ce que d'aucuns tenaient pour une énigme en renoudant qu'elle reste sans lendemain sera très favorablement accueilli ce matin dans toute l'agglomération bayonnaise et sur toute la côte basque. Le fait qu'une solution... Pour la presse, pour une partie de l'opinion publique, Jean-Pierre Pinault a le profil de l'assassin idéal. Du moins, on le présente comme ça. Et ici, quand on a dit c'est Pinault, certainement qu'on a dû dire il est parfait, Pinault. Ses tatouages, son passé, tout ça. Et il nous va comme un gars. C'est un baroudeur. Et il faut voir la vie qu'il a menée. Il est marqué physiquement par sa vie de baroudeur, bon, légionnaire, puis Indochine, Algérie, sur toutes les mers du globe, etc. Il est marqué par cela, bien sûr, physiquement. Et puis il y a ce regard qu'il a, un regard d'acier par moment, qui est fulminant. Certains témoins, en effet, et notamment M. Le précisent que, au cours de certaines scènes très violentes, Pinault n'avait pas hésité à brandir des armes. On a relevé une scène de violence vieille de près de 10 ans, je crois. Mais c'est la question que je me posais. Si vous, personne de la télévision, téléspectateur ou autre, moi-même, comparaissions un jour devant une juridiction et qu'on essaie de refaire notre vie privée, notre vie antérieure, ne découvrirait-on pas également des faits que l'on a cachés, qu'on sait que l'on sait cacher à soi-même parfois aussi, que l'on n'a pas voulu dévoiler aux autres? Je sais personnellement que moi, à 20 ans, j'ai été condamné pour coups et blessures. Et que j'ai maintenant 60 ans, il ne s'est rien passé, je crois, de la sorte pendant 40 ans. Mais on pourrait, à la limite, ressortir cette histoire en me disant, mais c'était au fond, vous voyez, tout jeune, il était violent, et ça a dû rester, certainement. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Pinault. On a sorti une ou deux histoires, et surtout, le fait qu'il ait été militaire. 18 ans d'armée française pour m'entendre dire par un petit corne-flic, hein, t'as baroudé, tu sais ce que c'est que tuer les gens? Les petits successeurs de Bonny et Lafont, là? Ah non, alors, qu'on m'en parle pas, hein? Qu'on me parle pas de ça, monsieur. Ça, je vous jure, franchement, j'ai une tête... J'en suis malade, moi, maintenant. Hein. J'en suis malade. Hein. Malgré les demandes réitérées de la défense, le juge Seyss refuse la mise en liberté de Jean-Pierre Pinault en lui opposant le rapport d'expertise accablant du Carme établi par Loïc Leriveau. Le juge ne peut pas dire le contraire, on nous a reçus aimablement. Seulement, je lui dis, écoutez,
vous pourriez mettre mon fils en liberté, parce que comme il n'est pas coupable, il risque de devenir fou. Il m'a répondu, c'est un risque à courir. À l'époque des faits, le juge d'instruction était à la fois Maigret et Salomon. Il était policier faisant des investigations et il était juge rendant des décisions de justice, comme c'est le cas pour la mise en détention. Et c'était le même homme qui cumulait sur sa tête ces doubles fonctions Maigret et Salomon. Et on a, avec la réforme du Code de procédure pénale, extrait la fonction juridictionnelle de mise en détention, l'a confiée à quelqu'un d'autre pour éviter que ce cumul ne donne des pouvoirs exagérés à un seul homme. Jean-Pierre Pinault ne cesse de proclamer son innocence. On l'a mis en prison pour qu'il craque. Rien n'y fait. Il résiste, et même très bien. Il a d'abord organisé sa vie, je ne sais pas, presque de façon militaire. D'abord, sa cellule, impeccable. Son lit, j'allais dire, presque au carré. Tout ça, alors, ça l'occupait. Ensuite, il a fait de l'exercice physique. Il a occupé son corps qui avait besoin de détente. Il a été très malheureux en prison parce qu'il était, comme il dit, au milieu de délinquants, de gars qui ont fait des bêtises. Mais qu'est-ce que je fais dans cette galère au milieu de ces gens-là? Moi, de toute façon, en prison, je me considérais comme si j'étais prisonnier en territoire ennemi, vous voyez? Je suis un soldat, j'étais innocent, mais je suis soldat, et je suis chez des ennemis. Je suis en pays ennemi, donc qu'est-ce que j'ai à faire en pays ennemi? À garder, premièrement, mon honneur, à garder ma propreté, physique, morale, intellectuelle, à être net, vous voyez? Et j'ai toujours été net, même en prison. Mais à cela, il ajoutait une activité intellectuelle. Je crois qu'il a à peu près pillé la bibliothèque de la prison. Mais attention, là aussi, en faisant des choix. Il était attiré surtout par tout ce qui était aventure, tout ce qui était l'océan. Pour lui, l'océan, c'est quelque chose. Alors, les îles, l'exotisme, tout cela. Et alors, il a lu tous ces livres d'évasion, d'aventure. Et puis, également, chose remarquable, il a tenu son carnet de bord quotidien, son journal de bord. 29, Sainte-Catherine de Sienne. Enfin, le juge me fait venir. 43e jour de prison. Vous voyez, je l'ai vu la première fois quand il m'a mis en prison, la deuxième fois 43 jours après. Il me dit qu'il va faire des compléments d'expertise. Jusque-là, même les analyses jugées accablantes contre Jean-Pierre Pinault ne suffisent pas à prouver sa présence lors du double assassinat. Ce que demande le juge d'instruction aux experts, c'est de lui fournir des certitudes. Donc une mission complémentaire d'expertise nous est donnée pour essayer de déterminer si le djinn était présent au moment du coup de feu. Le 6 juillet, 111e jour, Sainte-Mariette, entendu par le juge. Vous voyez, ça fait la 3e fois. Première fois, il me met en prison, la deuxième fois, 43 jours, la 3e fois, 111e jour. Et c'est là qu'il me dit froidement que les experts sont formels. Il s'agit très exactement de micro-résidus de poudre de l'arme du crime au moment du tir. Lorsque ces résidus de tir arrivent sur un vêtement au moment du coup de feu, ils s'imbriquent, certains d'entre eux, une quantité plus ou moins importante, s'imbriquent dans les fibres de tissu. Et il reste, il adhère en fait à cause d'une fusion, tout simplement due à cette haute température entre les fibres et puis les résidus de tir. Et nous en découvrons quelques-uns, ces résidus de tir, qui montrent que le djinn était présent à proximité lorsqu'un coup de feu a été tiré. Le 18 juillet, le jour de la Saint-Frédéric, 123e jour, le juge part en vacances jusqu'au 20 août. Bonnes vacances, monsieur le juge. À ce stade de l'enquête, Jean-Pierre Pinault refuse toujours d'avouer. Seules les traces de résidus de tir similaires à celles de l'arme du crime pourraient le confondre. Faudrait-il encore que le juge d'instruction puisse comprendre comment ce double assassinat s'est déroulé? Et il n'a toujours pas avancé. Alors, pour essayer de faire des progrès, il demande à l'un des experts, Loïc Le Ribot, de reconstituer les faits à partir des photos de l'état des lieux et des traces de sang. Madame Carty s'est rendue sur le paillasson de la porte d'entrée, parce qu'on trouve sur ses pieds les mêmes particules que sur ce paillasson. Donc c'est probablement elle qui, à un moment donné, a ouvert la porte à l'assassin.
La seconde chose dont on soit sûr, c'est qu'à un moment donné, bien entendu, l'assassin et Madame et Monsieur Carty se retrouvent ensemble dans la pièce. On trouve une balle ici, c'est celle qui a traversé l'abdomen de Monsieur Carty et donc là, le poignet droit, qui semble correspondre à un geste de défense de Monsieur Carty. Monsieur Carty, à ce moment-là, reçoit un second coup de feu qui le touche à la mâchoire du côté gauche. Ensuite, le meurtrier va obliger Madame et Monsieur Carty à s'allonger sur le lit en ayant le visage contre les oreillers. Alors à ce moment-là, le meurtrier va tirer 2 autres coups de feu dont on ne peut pas indiquer la chronologie. Un donc sur Madame Carty et un autre encore dans la tête de Monsieur Carty. Ensuite, le meurtrier va prendre le corps de Monsieur Carty, qui est très certainement inconscient, et va le mettre en position assise sur le bord du lit et le faire rouler dans la ruelle, puis va lui tirer une dernière balle dans la tête. Puis ensuite, il va nettoyer l'arme du crime avec un mouchoir qu'on retrouve au pied du lit, va le mettre de force dans la main de Monsieur Carty, en imprimant bien fort, à tel point d'ailleurs que ça va laisser des traces sur la main, et en laissant donc l'arme dans la main droite de Monsieur Carty, dans cette position, pour faire croire, bien entendu, qu'il s'agit d'un suicide. Cette version du crime fournie par l'expert est tellement invraisemblable que le juge Seyss la rejette. Il ordonne une contre-expertise qu'il confie cette fois au laboratoire de police scientifique de Toulouse. Le jour où je suis allée déposer la demande de contre-expertise, Christophe Seyss avait décidé de son côté d'en demander une. Le 15 juillet, lendemain de notre fête nationale, 120e jour, et c'est la Saint-Donald. Il paraît que le juge a dessaisi le carme. Alors, pourquoi suis-je encore ici? Point d'interrogation. Ça y est, les résultats de la contre-expertise, maintenant, je vais être bientôt libéré, me disait-il. Le pauvre. Ben, il devait encore attendre au moins 3 mois. Et j'ai réussi à le voir et j'ai parlé avec lui. J'ai eu l'absolue conviction que ce garçon était innocent. Il y a des accents, il y a des expressions du visage qui ne trompent pas. Moi, j'ai eu la conviction profonde que Pinault n'était pas l'auteur de ce crime. Le 3 décembre 87, le laboratoire de police scientifique de Toulouse rend ses conclusions. Elles contredisent celles du carme. Donc il n'y avait plus de traces, selon la deuxième analyse, de ces fameux tirs, et donc plus de traces de la présence de ce pantalon au moment du tir, au moment du crime. C'est donc le 12 décembre 1987, soit après plus de 8 mois de détention, que M. Pinault va sortir de la maison d'arrêt de Bayonne. Il m'a dit, je vais vous faire remettre en liberté. Je vous libérer. Bon, ben voilà. N'ayez pas peur, je ne lui ai pas dit merci. Le vœu le plus cher de sa mère, c'était de pouvoir passer Noël avec son fils. Je suis donc allée chez elle pour lui annoncer que j'avais une bonne surprise, que Jean-Pierre allait sortir. Ces avocats sont arrivés les premiers, et avec le sourire. C'est tout de suite, ça m'a guidée. Alors là, je suis tombée en larmes dans leurs bras, c'est certain. Et Jean-Pierre est arrivé. Ben, j'étais contente, naturellement. Il est venu pour Noël. Et sa mère a eu un petit malaise, de bonheur, je crois. Une expertise scientifique, ce n'est pas un jugement, c'est un élément dans l'enquête qui doit être ensuite analysé par la juridiction de jugement. Mais nous, en France, on se précipite. Dès qu'il y a des indices, on pense qu'il est absolument indispensable de préjuger les gens en les mettant en prison. Ce qui fait qu'on assiste parfois, comme dans cette affaire, à des espèces de culpabilité à géométrie variable. Je suis un petit peu plus coupable, je vais en prison. Je suis un petit peu moins coupable, je sors de prison. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ridicule. C'est ridicule. Quand il est sorti, il a essayé de retravailler au port, puisque c'était son vœu le plus cher, de retravailler, et puis il n'en a pas été capable. Moralement, il ne pouvait pas. Libéré le 12 décembre 87, Jean-Pierre Pinault devra attendre près de 4 ans pour qu'un nouveau juge d'instruction prononce un non-lieu en sa faveur. Ce sera fait le 9 juillet 91. Et ce non-lieu
sera confirmée par la Cour d'appel de Pau le 27 septembre 91. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. La partie magazine de cette édition vous est présentée par Jean-Claude Cazenave. En compagnie de Jean-Pierre Pinault, nous avons eu fréquemment l'occasion de revenir sur votre affaire. Un non-lieu, c'est satisfaisant dans votre situation, ou ce n'est qu'un pas? Ah, moi, j'aurais préféré passer devant un jury populaire et que la France entière, y compris et tout le monde, puisse voir à quel point on pouvait encore s'acharner sur quelqu'un. Il faut bien reconnaître que dans cette affaire, il y a eu des carences au début qui ont coûté cher à M. Pinault. Et c'est vrai qu'elles lui ont coûté cher, ces erreurs commises dès les premiers moments de la découverte du crime. Première erreur, des indices importants qui ont été détruits. On a donné l'ordre, quelques heures après la découverte du drame, d'enlever ce qui était taché de sang, c'est-à-dire le matelas, les couvertures, les draps, les tés d'oreiller, et les jeter à la décharge publique. Il y avait toute raison de supposer que l'agresseur s'était approché du lit ou même était allé sur le lit. Par conséquent, il risquait d'y avoir des cheveux de l'agresseur, des particules de ses vêtements, de nombreuses informations. Et je dis systématiquement, dans une enquête criminelle, on doit conserver tous les objets qui sont porteurs de sang, et à plus forte raison les literies lorsqu'il y a un corps à l'intérieur, puisqu'il s'agit de véritables pièges à particules. Et les prélèvements n'ont pas été faits. C'est-à-dire que lors de la première autopsie, on n'avait pas réalisé de tamponnement des mains, on n'avait pas fait le curage des ongles, on n'avait pas fait le travail qui devait être fait. Deuxième erreur, lorsqu'un crime est découvert, ne touchez à rien pour que les spécialistes puissent recueillir les indices que l'auteur du meurtre a pu laisser traîner. Au contraire, dans la tuerie d'Anglet, plus de 30 personnes se sont succédées sur les lieux, piétinant tout sur leur passage. Donc on aurait dû, au moins pendant quelque temps, préserver les traces, préserver les lieux pour pouvoir approfondir l'enquête. Je me souviens d'être allé ensuite sur les lieux du crime et d'avoir eu l'extrême surprise de découvrir, par exemple, que les traces de sang les plus importantes avaient été recouvertes de ciment par les enquêteurs. Recouvertes de ciment, alors ça j'ai jamais compris pourquoi. C'était une aberration. Les traces de sang sur les lieux d'un crime sont extrêmement importantes. Elles permettent d'obtenir des tas de renseignements sur le déroulement des faits, la position de la victime par rapport à l'agresseur, les différentes phases de l'agression, etc. Troisième erreur, l'arme du crime, le relevé d'impact de balles, les photos d'état des lieux. Aucune des analyses indispensables n'a été effectuée dans les premières minutes. On a beaucoup trop attendu. Notre première hypothèse concernant le déroulement des faits était basée, bien entendu, sur des photographies réalisées sur les lieux qui nous avaient été remises par le juge d'instruction. Or, certains témoignages tendraient à montrer que la position des corps, initialement et avant qu'on ne réalise ces photographies, était tout à fait différente de celle figurant sur ces photographies. Autrement dit, entre le moment de découverte des corps et le moment où les photos ont été prises, quelqu'un, mystère, mais quelqu'un a bougé les corps. Le principal témoin dès le départ de l'état des lieux et de l'état des corps, le policier municipal de Ferrier, lorsqu'il décrit M. Carty, voit sa main droite sous le lit et n'aperçoit pas l'arme du crime ou l'arme du suicide, que l'on retrouve après très exactement sur les photos d'identité judiciaire ou dans d'autres témoignages, sur le corps de M. Carty, alors qu'il tient cette arme dans la main droite, sur l'épaule gauche. Le corps de Mme Martin est, enfin, tout à fait normal sur un lit. On parle également de son bras, de sa main qui est posée sur un livre dans certaines des positions, et puis dans d'autres, les deux mains sont sous le corps de Mme Martin, et c'est ce qui apparaît également sur les photos d'identité judiciaire. Donc c'est une contradiction extraordinaire que l'on a dans l'état des lieux et la situation des corps. Quatrième erreur, les policiers ont fait participer les témoins aux recherches, notamment Jean-Pierre Pinault. Ces images prises par FR3 le lendemain de la découverte du crime en témoignent. Elles montrent Pinault avec un inspecteur de la PJ. Et il y a un policier qui nous a demandé de l'aider à chercher une douille.
Alors il nous a demandé à chercher une douille. Bon, ben moi, je donne un coup de main à chercher la douille, pourquoi pas. Alors moi, j'ai regardé sous le lit. Je me suis accroupi. J'ai regardé si je voyais rien en dessous du lit. Et puis voilà. Tous ces éléments d'enquête, le patron du Carme les ignorait au début de son expertise. Alors, lorsqu'il le découvre par hasard, toutes ces conclusions sont évidemment remises en cause. Et j'ai alors appris, avec surprise, qu'il s'était traîné sur le sol à la demande des policiers pour essayer de retrouver une douille perdue qui n'existait pas. Par conséquent, il s'est traîné sur le sol dans une pièce qui était parsemée de résidus de tir et il est tout à fait logique qu'il en ait recueilli sur son jean. Ces fameux résidus que j'ai détectés, que j'ai analysés et qu'étrangement d'ailleurs le laboratoire de police de Toulouse, lui, ne découvrira pas. Ensuite, on lui a demandé également de transporter des sacs contenant des objets ensanglantés provenant des lieux du crime. Et il est logique qu'à ce moment-là, il ait pu souiller son pantalon avec du sang provenant d'une des victimes. Ensuite, les résidus de tir qui se trouvent imbriqués dans les fibres du jean peuvent très bien correspondre à des résidus de tir anciens provenant d'une partie de chasse ou d'un essai de tir, à condition que le jean n'ait pas été lavé depuis longtemps, ce qui je crois était le cas, ou ait été lavé superficiellement. Par conséquent, objectivement, scientifiquement, il n'existe effectivement aucune preuve de la culpabilité de Pinault. Que s'est-il donc passé à la capitainerie du port d'Anglet, le fameux jour de la mort des époux Carty? Les certitudes dont nous disposons en ce qui concerne les faits sont les suivantes. D'abord, on constate qu'il n'y a pas de désordre dans la pièce. Ensuite, Madame et Monsieur Carty sont en tenue de nuit. Troisièmement, Madame Carty, couchée, est en train de lire ou de s'endormir. Enfin, Monsieur Carty ne s'est pas suicidé, pas plus que Madame Carty. Ces certitudes nous amènent aux conclusions suivantes. D'abord, bien entendu, il y a 3 personnes concernées au moins, dont au moins une est le meurtrier. La seconde conclusion, c'est que le premier coup de feu tiré est nécessairement tiré sur Madame Carty, qui a une position paisible dans le lit. Par qui est tiré ce coup de feu? Mystère, bien entendu. Le meurtrier, d'autre part, est nécessairement un proche. C'est quelqu'un qu'on reçoit tard le soir, en tenue de nuit, et en présence duquel on continue à lire ou à s'endormir. Et c'est même quelqu'un de très proche si l'on suppose que le meurtrier soit celui qui est allé chercher l'arme cachée dans un tiroir. Il connaissait donc parfaitement les lieux. À moins, autre hypothèse, que la personne qui aille chercher l'arme ne soit M. Carty et qu'il ait été amené à tirer un coup de feu. On ne sait toujours pas qui a tiré. André Carty? Son assassin? Tous les deux? Et pourquoi? Moi, je me pose des questions, tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce qu'on a caché? Qu'est-ce qu'on veut cacher? Il y a une machination derrière. Et maintenant, tout le monde veut se sortir des pattes. Et le juge va dire c'est la faute au Carme, le Carme va dire c'est la faute aux policiers, les policiers vont dire c'est la faute aux témoins qui sont un peu brinzingues et qui n'ont pas compris ce qu'on leur demandait. Non mais où on va? Hein? Où on va? Il y a dans les dépositions nombreuses qui ont été faites, même autour de ces personnalités, des zones un peu d'ombre, des disputes qui sont déclarées entre certaines personnes impliquées dans ce dossier. Il y a eu même une mort violente quelques jours auparavant, enfin, quelques semaines auparavant, dans le port, et qui était liée à l'activité du port. Nous aurions pu peut-être orienter l'enquête différemment, l'orienter plutôt éventuellement vers Madame Carty plutôt que vers Monsieur Carty, parce qu'après tout, c'est vrai que Madame Carty était une notable de la région, elle était la secrétaire du maire de Bayonne, elle travaillait avec lui depuis de très très nombreuses années, et après tout, le mobile du crime aurait pu être recherché éventuellement dans une affaire de la municipalité, ou aurait pu être cherché dans une affaire politique. Malgré ce non-lieu, malgré ce blanchissement complet, je crois qu'il n'y a que le jour où la vérité apparaît que tout peut véritablement revenir comme si on veut, comme c'était avant. Tant que nous n'aurons pas ce résultat, je crois que rien ne sera comme avant.
Aujourd'hui, nous connaissons, dans notre droit, l'indemnisation des personnes qui ont été condamnées à tort ou qui ont été suspectées ou emprisonnées à tort. C'est relativement nouveau, ça date d'une dizaine d'années. Et ça reste une indemnisation très, très faible. Parce que vous savez ce que la commission d'indemnisation, elle m'a accordé? 50 000 francs. 50 000 francs pour une vie gâchée, pour 9 mois de prison, et en plus, j'ai les frais d'avocat à sortir. Alors là, on rigole simplement. Et les magistrats, eux, ils sont irresponsables. C'est pas beau, ça? Il faut vous dire que ça esquinte une famille, ça. Ça esquinte tout. Il y a manifestement une contradiction entre notre procédure pénale telle qu'elle existait encore jusqu'à la fin de l'année 92 et les dispositions de la Déclaration des droits de l'homme, notamment celle relative à la présomption d'innocence. En fait, quand vous inculpez quelqu'un et que vous le mettez en prison, la présomption d'innocence, elle est pratiquement détruite. Ce préjugement détruit complètement la présomption d'innocence. Ça fait 6 ans que ma vie est foutue. Et combien d'autres ont été foutus avant moi? L'affaire Seznec. Hein? Qu'on se rappelle de M. Seznec, ce pauvre homme. Ses dernières paroles ont été « Maman, ils m'ont fait trop de mal ». Je vais recommencer mon travail, mais de toute façon, quand j'ai vu après ce qui s'était passé, non. Ça m'a démoli, comme je dis, physiquement. Pourquoi ça m'a démoli? Parce que, simplement, c'est l'histoire d'être enfermé. Combien de fois il m'a dit, quand cette histoire sera finie, mon rêve, c'est de retrouver mon Pacifique. Je veux partir de France avec mon honneur. Je ne sais pas où j'irai après. Je ne sais pas. J'irai où le vent me portera. Alors là, puisque je parle à un aumônier, vous permettez que j'ajoute quand même, hein, ce n'est pas anormal que je le dise. Un gars comme ça, en traduction religieuse, c'est l'étoffe de militants ardents. C'est ça qui a fourni à l'Église des missionnaires aventuriers fantastiques comme François Xavier, qui est de chez nous, ici, et qui a bourlingué de l'Atlantique au Pacifique, le Japon, mort face à la Chine. Il est de cette race-là. Il ne le sait pas, peut-être le sait, mais il y a l'étoffe en lui de ce genre de gars. Cette affaire démontre, je crois, tout à fait clairement combien la procédure pénale française est restée longtemps, beaucoup trop longtemps, inadaptée, presque barbare. Aujourd'hui, l'avocat est présent en garde à vue. Aujourd'hui, l'avocat peut réclamer des investigations au juge et le juge est obligé de lui répondre. Aujourd'hui, ce n'est plus le même juge qui décide de vous incarcérer ou non. C'est-à-dire qu'il n'y a plus confusion des fonctions. Si Jean-Pierre Pinault avait pu profiter de cette réforme tant attendue, il n'aurait peut-être jamais connu la prison.